Bonjour, aujourd'hui c'est septembre 22, 2022. C'est le moment où je parle après l'épisode. Et cet épisode que je vais parler maintenant, c'est donc, c'est le 8e épisode de la Grande Peste de France Culture. La Grande Peste, le printemps d'une tueuse. 8e épisode. Donc c'est le dernier épisode de cette série. Et demain je vais recommencer cette série. J'espère que vous trouverez bonne et ça va commencer plus tôt. Si vous voulez écouter le podcast original, vous pouvez le trouver ci-dessous sur la description et écouter l'original. Également connu de Cassette. Je crois que vous avez une race de tracisme chalvette. Et puis, monsieur, je vais vous en lire. Il y a des pertes docteur. Ce jeune médecin de marine n'a pas 30 ans. C'est bien la science me trouve bien. Spécial de vaccins. C'était d'abord au défilé des passes de billes et face du mail de bilibonique. Et se installer en Yatan dans le laboratoire pastellial et ce sont des réconforts de passes d'établissement que de vendeurs avec ce jeune savant 112 000 personnes uniquement possédées par son nom. Je crois qu'on a désormais bien fait connaissance, alors peut-être qu'il faut rencontrer maintenant comment m'identifier et comment m'a nommé Dino de mots découverts à l'extérieur. Parce que tout ça est assez récent et lié au fait que je l'ai opéré en Chine au milieu du Xe siècle. 19 juin. Nous décidons qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi que je me fasse construire une petite période à côté du grand hôpital. Là, je serai chez moi, je voulais travailler plus à l'aise. La Grande Peste, la prendre d'une tueuse. 8e épisode, l'ADN du mal. La bibliothèque de la Cité Pastel, donc il y a des lieutenants. C'est un artiste pasteur qui écrit un livre sur l'exode. C'est pour ça que la rencontre. La seule vitrine qui est consacrée et le chant. Vous pouvez voir ici. C'est intéressant. Il pose des vins, cette petite cabane. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, cette petite cabane, il avait une partie qui était consacrée aux expériences manipulées, donc le bacille de la peste et les animaux infectés par la chute de la peste et dormaient. Quand on imagine aujourd'hui toutes les précautions qu'on prend pour manipuler que la peste, on est quand même très étonné. Je puis déjà ce soir m'installer dans mon bed et y dormir. Mais il y a malheureusement tellement de moustiques dans ce quartier qui les fait remarquer que je suis littéralement dévoré par eux. Cela ne m'empêche pas de jouir et d'être en fâchement. En septembre 1890, Yassin décidé qu'elle aurait quitté et elle avait envie de faire de grands voyages. Et son rêve est d'éviter enfin de devenir une extraordinaire comme dit Livingston. Et donc c'est pour ça qu'en septembre 1892, il a quitté la Cité Pastel. Il s'est fait engager comme un médecin bord dans la compagnie de messagerie maritime qu'il a été envoyé à ce titre une côte de trait de Chine. Le 17 mai, à rentrer à Saigon, demandé de voyager de moi. J'apprends qu'une nouvelle de pêche ministérielle, l'arrivée de BP me désigne formellement pour un travail au Yunnan afin d'étudier la peste. Mais cette année, l'épidémie de peste continue à progresser en Chine, a gagné 30 ans et en Congo se vit actuellement avec une grande intensité. La première chose que j'allais faire à l'étude de la peste serait de rechercher ce microbe. Le gouvernement français s'intéresse à cette question parce que maintenant la Chine c'est une colonie française. Donc la France n'était pas que la peste arrive, elle était seule, la raison principale. Alors la livre à la Conde, ça c'était au mois de juin 1894, très précisément. Et c'est arrivé le 15 juillet 1894.
L'hiver, une moitié vide, la moitié des habitants c'est parti, le sabré est parti, et il y a des cadavres partout. Les heures, il y a des rats morts partout, aussi donc l'atmosphère est terrible. C'est une menace britannique, donc des soldats britanniques connaissent des problèmes pour essayer de limiter l'épidémie en essayant d'asperger toutes les maisons qui avaient été contaminées, en brûlant tous les meubles qui avaient dans les maisons contaminées, etc. Au début de l'épidémie, les malades étaient soignés dans l'ancienne ville qu'on a été obligé de partager les malades entre le poste et la police. Et vos abattoirs. C'était la station de police de Camden que le docteur voudrait installer. Malheureusement pour moi, une mission japonaise uniquement à Hong Kong pour étudier la peste a déjà pris la meilleure place. J'étais accueilli à Brazzaville par les Britanniques. Mais le Saint, lui, n'était pas tout fin d'un œil et relations franco-anglaises bonnes et miraculeuses. C'est certain que rentre les écoles de pasteurs, il y avait une égalité. Les Britanniques avec des Français, pas trop au niveau, en tout cas, ne gouvernement pas. Les Japonais, en nombre de 6, sont arrivés 6 Obama. La journée de rêver, je ne prouverai que le professeur Kitasato avait déjà découvert le microbe de la peste et que ce microbe est imbécile allongé dans le sang des cadavres. Donc, l'opinion publique, elle a ce qu'elle avait trouvé, mais savait assez rapidement que la bacille les avait, c'est pas bon. La raison que ce qu'elle avait essentiellement dans le sang des malades et a traité des bacilles de la peste pendant le Bilbon. Elle a fait attendre 1925 pour qu'il quitte sa lui-même dans un colloque qui avait isolé, mais c'était pas encore fini. Il a fallu attendre les 1980 pour que cela soit reconnu par la communauté internationale et que le nom de Yersinia pestis soit donné au bacille de la peste. 18 juin. Il y a bien des autopsies aujourd'hui, mais il s'est réservé les Japonais. Mais 20 juin, j'essaie d'obtenir qu'ils me laissent enlever les billboards de mort avant que le monde en terre. Quelques pièces judiciaires distribuées, médias. J'enlève un peu la chaux pour découvrir le croal. Le billboard est bien net. Je l'enlève moins de 10 minutes et je monte à mon laboratoire. Au premier coup d'œil, viré de microbes tout semblables. C'est une extrémité arrondie. Il y a beaucoup de chances pour que les microbes soient celui de la peste, mais je n'ai pas encore le droit de la filmer. Mais un autre pastorier qui a pris après, c'est 90. La vérité, elle était à Karachi, elle a fait des expériences, elle a fait des charrettes de terre et qui l'ont permis de montrer que la peste n'est pas celle de la peste, était transmise par des puces. Et les expériences, il y avait une cache d'eau, réagit avec des orages et dans des compartiments, il mettait à des terres qui étaient marabas et près d'eux qui n'avaient pas de la peste. C'était le bus qui avait quitté le cadavre de premier rare en temps de second. Il a confirmé cela après le vent de police. Un rat qui avait la peste, il a fait une bouillie qu'il a injectée. Un autre rat transmettait la peste et la preuve directe que le bus était capable de véhiculer les bacilles de la peste. Les militants comprennent que je ne visais pas particulièrement. Moi, je cherchais juste un autre. Qui me nourrit, qui ne me pas nourri. Je me cherche pas forcément de préférer qu'elle reste à vie. Mais après ça, la rue, la piste, le marmot, le Cherbi, en tous les cas, après ça, j'ai commencé à intéresser les généticiens.
Maintenant qu'on m'avait identifié, s'assurer que j'étais bien dans l'origine de la grande épidémie du XIVe siècle. Alors, ça fait un certain nombre d'années, s'intéresse à la peste à partir qu'il essaie de 13h47 et 48 l'ère bord et ensuite dans le décennie suivant, Frédéric Lando il paraît au généticien pour chercher entre autres la peste parce que c'est une des fréquents montrées de la peste. C'est une maladie qui est causée par une bactérie et Yersinia pestis et moi ça va. Donc, quand les historiens de l'époque rapportaient une pestilence, un mal pestilentiel, ils voulaient peut-être dire par là autre chose de la peste. Puis être une variole et puis être une peste cruelle. Donc il y a toujours ce mystère que de savoir s'agit de quand on parle de la peste noire. Et l'avantage, c'est de dire que la peste, c'est une bactérie dont le patrimoine génétique porté lui au cerveau. C'est ainsi que la démonstration peut être faite et à peu près une dizaine d'années, en 2010, que la totalité des terres de cette peste, puisqu'il s'agit en effet de Yersinia pestis, a pu être recodée. Il recommande à se reproduire en force, et puis à moins de surveiller la vitesse de production d'à peu près 100%. Cette fois-ci, on a fait un recel virus. Oh, je crois que vous avez participé à cette découverte, à cette identification de l'ADN de Yersinia pestis pour la première fois. Le modèle est M. Significateur, sa spécialité, ce sont les sites de catastrophes. La découverte de Marseille du XVIIIe siècle, nous avons travaillé avec des collègues microbiologiques et l'idée, si je puis résumer, la logique de confirmer que je vais remédier. Arriver à confirmer que les gens étaient dans la peste, que c'était quelque chose qui était évident. Un véritable challenge pour identifier et dénoncer de la bactérie responsable de la peste. Débarque dans notre bureau, donc 3, et nous demande réellement sur le squelette que nous venions d'exhumer, jamais de persévérer près de pont et de parties sur des parties du squelette qui ont beaucoup de sponges. Ça n'a pas fonctionné. Au bout de quelques temps, donc, Didier Raoult est parti sur notre idée. L'idée, c'est de travailler sur le dent pour récupérer l'équipe de thème, parce que l'équipe est particulièrement liée, et dans cette chambre, vous avez encore des traces de ça. Donc, une maladie comme la peste qui est vue par les gens, qui est terminée par, bien évidemment, vous avez la chance de trouver ça, toutes les chances de trouver le bacille de la peste. C'est comme ça que ça a marché. Ce n'est pas du sida au colonel. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Il va peut-être nous le dire. J'ai un indemnité sur des restes de défunts, des cimetières de Smithfield, Salles de Londres, 38, qui étaient découverts suite à les travaux habituels en germanisme. Métro, je crois, est l'une des corps retrouvés. Bien là, une grande découverte, non seulement qu'il s'agissait d'une texte suffisamment bien conservée, qu'une fois que j'ai déterminé que cette peste était possible, la totalité de formation génétique de cette peste. Donc, le devis vous être en train de dire que finalement, il fallait attendre 2010 pour être bien sûr que la grande peste et la peste non était bien la peste. C'est absolument vrai, ça ne peut pas l'étendre 2010. Cette année-là, par hasard, ce que précédemment pour faire l'ADN fossile et la colline moléculaire, pour tout à l'heure, c'était une technologie de nanotrack jusqu'à
reproduire ce que sont apparus, ce qu'on sorti de nouvelles générations de très haut débit, si bien que ces machines ont permis de faire en parallèle ce qui était possible de faire au préalable. Des années fin des années 2010, lui a mené quand finalement il s'agissait en effet d'une peste et tout à coup il nous disait que le texte in fine n'était pas si différent du texte qui existe encore aujourd'hui de cette ère. C'était bien moi à Marseille en 17 ans, surtout si c'était bien moi en 446, 340, voire même avant, aimerait-toi à Marseille. Bref, pendant 400 ans, c'était moi. Mais si je me suis installé aussi longtemps dans le paysage et dans le corps, je viens dit, il laissait les marques. Tant que je ne sais à l'évolution, à la section naturelle, notre espèce spécimen n'a plus changé génétiquement au cours du temps. Et il savait qu'une des raisons pour laquelle notre espèce est plus évoluée, c'est celle des maladies infectieuses et des épidémies, des pandémies passées. Alors oui, cette question basée en biologie, je travaille sur l'histoire de la génétique, de la population et de l'ensemble problème des recherches pour savoir si l'épidémie passée travaille. Concrètement, lorsque l'on regarde les jeunes hommes, des individus d'aujourd'hui, des populations actuelles, on peut établir que certains d'entre eux sur la démutation qui nous a permis de survivre, que les personnes qui n'ont pas cette mutation, il y a eu de la sélection. Parce que ce que vous essayez de savoir, c'est finalement si les personnes qui sont mortes de la peste étaient plus susceptibles d'attraper la peste. Oui, tout à fait. Avec le Pasteur et puis d'autres personnes très affaires de microbiologie. Dans cette théorie microbienne des maladies, les maladies sont déportées par des microbes. Les maladies microbiennes, les infections sont aussi un petit peu des maladies qu'on va dire génétiques. Mais on peut imaginer que c'est la même chose pour la peste, c'est-à-dire que la population européenne, normalement, la pandémie de peste noire, le Moyen-Âge a décimé presque 30 ans. La population européenne était même les gens à la peste. Et là, donc, quelle est la méthode que vous utilisez concrètement pour essayer d'explorer cette question? Pour moi, il y a des approches différentes. Et d'obtenir de l'ADN, des squelettes, des personnages, des accidents. Les forces communes, pas scandale et les forces appelées des personnages dénommés GTM14. On compare ces victimes au niveau génétique avec des individus qui sont enterrés autrement dans le tiers et après la pandémie. Pour ça, on va récupérer le squelette, on va extraire un peu de poudre, on observe de l'ADN, on va se séquencer et comparer le génome ancien des victimes de la peste avec le génome ancien des personnes qui ont sangué. La deuxième approche est la chiro-anthropologie qui vise à aller regarder le squelette en détail et ainsi de vérifier à quel point les individus avaient des signes de maladie ou des tas de stress importants qui nous permettraient d'avoir une meilleure idée des causes de la pandémie et à quel point les facteurs de l'homme sont responsables de ça. Il est à peu près certain qu'il ne reste nous sur Terre. Nous sommes de seuls survivants. 855. Oui, et nous tous, devant que nous passons par une dimension. Mais il faut travailler ensemble, mettre nos connaissances scientifiques en commun, survivre jusqu'à survivre. Et là, qu'est-ce qui est une possibilité que cette grande peste a pu affecter le traitement génétique? On sait que de nombreuses mutations génomiques aussi sectionnées naturelles protégées contre les maladies infectieuses. On peut la chance d'aller, et donc d'avoir des enfants.
Elle savait également qu'on a ce genre de signaux qui ont été observés dans les populations européennes. Et ce signal, c'est quoi? On voit chez la population européenne une mutation dans un gène qui s'appelle TR1 et qui a également rencontré rapidement chez les Européens. Cette mutation protège contre les bactéries en change de base militaire. Donc il y a aussi cette petite idée de penser que peut-être c'est TR1 qui est protégé contre la peste noire. Et vous, personnellement, vous avez déjà derrière la tête le rôle probablement de la subsidiarité générale est plus important pour la génétique. Autre part aussi, c'est le vecteur. Il peut être d'autres rats de la puce. On peut imaginer d'autres vecteurs qui sont encore, par exemple, les pros qui sont encore ici à découvrir. Un peu compliqué, mais il y a des choses à faire. Qui a volé les virus? Les virus. Mais si c'était moi sous-estimé, si c'était moi du 14e au 18e, et aussi c'était encore moi ensuite, j'étais sans droit depuis très longtemps. Commence à travailler sur la peste presque par hasard. J'étais à l'époque encore Danemark et je venais de participer avec mon groupe qui s'intéressait au patrimoine génétique des habitants des steppes et des îles centrales, à la transition de l'agriculture aux alentours du 14e. Et il nous a pris l'idée d'aller regarder ce qu'il y avait. On s'est rendu compte vite que dans certains vestiges, et pas en fait 10-13% de plus de la centaine de sujets qu'on avait analysés, et bien il y avait des traces génétiques de la peste. La grande surprise qu'on a eue, elle était différente, mais suffisamment proche de peste qu'on puisse la découvrir, mais surtout il y avait des gens ou des jeunes hommes qui n'étaient pas présents, notamment des jeunes qui manquaient complètement de cette peste-là. Et ces endroits qui manquaient de la légalité, qui étaient l'information qu'ils portaient, bien la bonne, se raconte les jeunes qui contribuaient à ce que la peste puisse être transmise par la puce manquée. Donc il était possible de penser que la peste de l'époque peut-être ne se transmettrait que sous la forme pneumonique, c'est-à-dire par la toux, n'est-ce pas qu'à la forme bubonique, que finalement que la peste n'est pas une affaire d'histoire récente, mais c'est une affaire qui accompagnait les populations quasiment sur la totalité des civilisations néolithiques. D'ailleurs, d'autres laboratoires ont trouvé qu'à peu près la même époque, des Billy Bonds, et bien il y avait de peste et de tant d'autres gisements que l'Asie centrale, par la région actuelle de Samara, si vous voulez, dans le nord du Caucase. Et bien il y avait un tel forme de texte de l'époque, à la même époque d'ailleurs. Les portent les jeunes et permettent le plus de nous transmettre la maladie. Vraisemblablement, au moins deux types de grands variants existaient les jeunes et si de l'heure à l'époque il y avait au moins des grands variants, le verso peut-être depuis pneumonique, alors on imagine très bien qu'il faut remonter encore plus élevé dans le temps pour trouver ça. C'est ça qui amène un résultat aux alentours cellulaires de 6 milliards avant aujourd'hui, et donc je veux dire que la peste, bien, c'était au moins une affaire de 5 à 6 000 avant notre ère. C'est beaucoup plus qu'un virus. Notre disons l'ADN. En d'autres termes, ce virus, se multiplie si vite. On peut le combattre avec l'existant. Excusez-moi, vous avez un rêve? Une dernière question, Ludovic.
quand tu travailles comme ça, justement, du goût de l'ancien ADN, et puis c'est 13h47 que de fait, ça fait une fois de travailler avec ce filmé, puis de contacter une histoire, voilà, une importance énorme, intercollectif, et c'est intercollectif profond, c'est-à-dire qu'on manipule des gens. On manipule des vestiges des gens qui ont vécu, qui ont une histoire, qui ont peut-être des enfants, qui ont des émotions, une culture, qui ont développé tout ça. Et je dois dire que, évidemment, tout ça se fait dans le plus respecté possible pour nous aider. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer notre travail comme celui d'un déployé de sa culture, des nuits en cantimili, dans les deux sans institution. En fait, ça se fait passer de culturel et de totalisation à obtenir avant de faire ce travail. Ensuite, on peut tout ça obtenir. Dans mon expérience, très souvent, on voit des profils de personnes qui agissent, j'imagine, comme un chirurgien de travail, c'est-à-dire quelqu'un. S'il commence à imaginer vraiment l'individu derrière des gestes techniques, très souvent il apporte presque clinique. Et ensuite, la dimension humaine de ce sujet-là est réappelée d'une certaine manière, puisque comme une tentative désespérée d'une certaine manière, c'est-à-dire de persister à survivre d'une certaine manière. Mais j'ai vu finalement au laboratoire des gens qui agissaient de manière très émotive à ces différents-là. Par exemple, il y a une personne qui est native amérindienne, des tribus qui est un certain rituel des chants et des pensées avant des laboratoires et de voir qu'un travail qui pourrait souvent trop décrit comme essentialiste, c'est l'ADN, qui nous résume à tous de culture, et bien en fait, projection de culture indigène et de par chez nous, de morceaux différents. Finalement, c'est la responsabilité morale qui est celle de faire le mieux possible, de prendre du respect à ce reste et à l'individu passé. La fille d'Egonège, le fils de Michel, le fils de Chanouvan, la femme d'Arit, la fille de Jean-Luc, la fille de Jean Perret, Pierre Dassé. Merci à Ludovic Orlando, Etienne Patin, Maxime Schrat et Michel Signolé. Merci aussi à l'Institut Pasteur. Lecture Sarah Chamet, Elie Gerson, Marcaler. Documentation Antoine Vioz. Prise de son Yves Léos, Christophe Pepon et Gilles Galland. Mixage Elic Possé. La grand-pesse apprend une tueuse. L'ADN du mâle, Ben Covran, un Pélez. Merci aussi d'avoir suivi moi cet épisode et je pense que c'est le dernier épisode d'aujourd'hui que je vais faire parce que je suis fatigué. Je me suis réveillé très tôt aujourd'hui et ça fait déjà 9h18, 21h déjà. Ça fait 21h déjà et je suis très très fatigué parce que j'ai beaucoup de sommeil et je vais donc dormir. On va parler de l'autre podcast et de l'autre série, Les Aventures du Petit Nicolas, les Yamanote et l'autre, Les Odyssées de Louvre. Demain matin, je vais commencer à parler de ces trois épisodes les aventures du Petit Nicolas, les Odyssées de Louvre et Yamanote. J'espère que vous retrouverez cette vidéo très informative et très éducative. Et c'était moi, Me and You Learning French. Ciao, bye, bonsoir.